Le coup tordu, bah il y a toujours pas de jingle dans le coup tordu. Voilà, on fait les podcasts sans jingle. On est comme ça dans le coup tordu, le 325e épisode du coup tordu. Ici, ça parle de vélo, ici ça parle de cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. 365 jours par an. On est là même quand il n'y a pas d'épreuve, même quand il n'y a pas de course. Il y a des interviews, il y a des previews. On est en plein cœur du Tour de France 2025. On se retrouve pour la preview de la 5e étape contre la montre entre Caen et Caen. Dans l'épisode précédent, on vous a donné la victoire de Tadej Pogačar avec la victoire, et on a pris le top 3 de Tadej, et on va essayer de remettre ça sur cette 5e étape, le contre-la-montre, premier chrono du Tour de France, et il est en pleine forme, aussi en forme que Poggi. C'est mon Thibaut alias la Thib. Ça va Thibaut ? Eh ben, écoute, ça va très bien en cette magnifique Saint-Thibaut. Ah ouais, je savais même pas. À Saint-Thibaut aujourd'hui. Ah, c'est le 8 juillet. Ok, bah t'as eu une belle étape. T'as une belle étape pour ta fête, Thibaut. Je vais faire le message de prévention pour attaquer l'émission. Je rappelle, déjà dans le lien de l'épisode, je vous mets le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Faites du management de bankroll. Allez-y de la manière la plus safe possible. Moi, c'est le conseil que je vous donne. On ne devient pas riche en faisant du pari sportif. Voilà, on peut essayer de gagner. Je rappelle que moins de 2% des joueurs sont gagnants sur le long terme. C'est extrêmement compliqué d'être gagnant sur le long terme, et la base de tout, la base absolue, c'est d'avoir une gestion de bankroll ultra méga saine. Thibaut, je voulais rapidement qu'on revienne donc sur cette 4e étape qui voit la victoire de Tadej, et j'avais une question à te poser, Thibaut. Voilà, j'étais en train de me faire une réflexion. Est-ce que notre ami Lenny Martinez, Lenny ne serait-il pas hypocondriaque? J'ai des vraies interrogations parce que je commence à avoir un petit historique sur lui. Vuelta 2023. C'est 2023 quand il prend le maillot rose. Voilà, il fait des interviews comme quoi il disait que juste avant d'avoir pris le maillot rose, il se sentait malade, il était pas bien, et même limite le matin de l'étape ça allait pas. Il prend le maillot rose, il nous refait la même sur le Tour de Romandie là, tu vois. Donc Tour de Romandie, il était pas bien, soi-disant machin. Il disait qu'il était pas ouf. Il va claquer la dernière étape. Alors qu'en début de semaine, il disait qu'il était pas bien. Là, sur le Tour de France, sur l'étape de, mais moi j'étais même pas inquiet sur l'étape de Lille. Je savais qu'il allait, revenir à un moment donné sur l'étape de Lille. Il avait pas l'air, il était complètement à la rue. Et là aujourd'hui, c'était clairement le meilleur de l'échappée. Je suis même à me demander aujourd'hui, c'est presque un regret, parce que s'il y a un mec sur ce type de mur qui est capable, on va dire peut-être de jouer à la pédale, il fait 4e à la Flèche Wallonne, il remporte une magnifique étape sur Paris-Nice, pareil sur un mur. S'il y a un mec qui est taillé pour affronter les murs comme on a eu aujourd'hui sur la 4e étape, c'est bien Lenny, quoi. Ah oui, c'est bien Lenny. C'est un Lenny qui a été entreprenant, qui s'est dit il y a peut-être des petits points à aller chercher dans ce final, il y en a pas mal, il y a pas mal de grossés. Bon, c'était peut-être un peu optimiste de penser qu'il pouvait faire une razzia. Ouais, mais moi j'espère que sur Mur de Bretagne, il va pas le tenter. Je sais pas, j'ai l'impression que pas il fait n'importe quoi, mais vu les jambes qu'il avait aujourd'hui, pour moi c'est un vrai regret. Je pense qu'il avait à minima un bon top 5, et franchement, même s'il avait pas, je vais pas te dire qu'il pouvait suivre les deux, mais il pouvait être dans le match, quoi. Pour moi, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, donc on va voir pour. Jamais de la vie il peut suivre les deux. Pas suivre les deux, mais juste derrière. En tout cas, avec son poids, son rapport poids-puissance, s'il y a un mec dans le peloton qui est profilé, je le dis tout le temps, qui est profilé à la Porito et qui peut, pour moi, il gagnera la Flèche Wallonne à un moment donné, et qui peut jouer sur ce type de mur, c'est lui. Possible, mais. Sur cet exercice, je pense que sur plus long, il se fait manger. Mais là, alors qu'il est sur ce type d'exercice, il peut être pas loin. Pas loin, mais c'est jamais devant. Pas loin, c'est jamais devant. C'est vrai, Thibaut. Mais voilà, mais vraiment à surveiller. Et encore une fois, on est là aussi un petit peu pour analyser les coureurs. Si vous voyez Lenny complètement à la rue sur une étape, ça veut pas dire que 2 jours après il va pas voler. Ça c'est voilà, on commence un petit peu à l'étudier. Je pense que ça va être un running gag pour la suite de sa carrière. Thibaut, on passe tout de suite sur l'analyse de ce contre-la-montre entre Caen et Caen. Je te laisse la main sur le parcours. Et le parcours, on part du canal de Caen en plein centre-ville où il y a tous les bars. Je peux te le dire, j'y suis allé, je les ai faits. Est-ce que tu as été au kebab d'Orelsan ? C'est proche de la rue de la Soif. Oui, j'y suis allé, oui. T'as pris la sauce blanche ? Magic Bogos, on va passer devant.
D'accord. On passe devant le Magic Beau Gosse. Exactement. Au bout de 200 mètres, tu passes devant. Ah mais c'est bon ça. Même moi j'aurais mis ah ouais non remarque tu peux pas mettre un sprint intermédiaire mais je sais pas moi j'aurais mis une prime, j'aurais mis un kebab sauce Magic Beau Gosse pour le mec qui arrive en tête aux 200 mètres. Enfin, j'aurais essayé de faire une opération ou un truc. Et donc on passe devant sauce Magic Beau Gosse et après on continue de tourner dans le camp. Exactement. On commence en fait on commence par la seule partie on va mettre entre guillemets montante puisqu'elle est découpée en deux portions de 400 mètres. La première à 3,9% et la deuxième à 3%. Bon bah tu l'auras compris hein, c'est du pipi de chat. Et pour le reste, ce sera tout plat puisque sur les 33 kilomètres, on est à 180 mètres de dénivelé positif. Donc c'est ridicule, c'est un chrono qui est plat comme la main et c'est un chrono dans la pure veine des spécialistes puisque bon, t'as très peu de relance, donc tu auras peu de fois où tu vas quitter la position aéro. Il y a un critère qui est très très important sur ce contre-la-montre, Thibaut, on en a parlé un petit peu avant le podcast, c'est la météo. Oui, parce que tu le sais, dans un chrono, souvent et parfois, les conditions météorologiques, il peut y avoir l'apparition de la pluie, il peut y avoir un vent qui est tournant, ou un vent qui se renforce. Et ça peut te changer totalement le visage du top 10, du top 3, voire potentiellement du vainqueur. Là, on aura un premier partant des premiers partants plutôt. Le premier départ sera donné à 13h10 avec un vent de nord-est d'environ 2 km/h. En gros, il n'y a pas de vent. Ouais, vent nul, ouais. Et puis progressivement, tu vas avancer dans la journée et le vent va se renforcer jusqu'au dernier partant où ces leaders du classement général vont avoir un vent qui va souffler d'environ 13 km/h. Donc le vent va se renforcer en journée. Maintenant, la question c'est de savoir qui diable cette levée de vent va avantager puisque tu vas commencer le chrono avec un vent de nord-est où ce sera défavorable. Puis dans la dernière partie, à peu près vers 18 km de l'arrivée, un peu moins même parce que avant tu l'auras plus de côté, mais à partir vraiment de la marque des 18 km, ce sera un vent qui sera vraiment portant. Et donc pour toi, ça te donne un avantage parce que tu as un simulateur et tu vas faire profiter à tout le monde de ton simulateur. Pour toi, c'est avantage. Pour les derniers partants. Pour les derniers partants, tu avais cette interrogation avec Enzo, puisqu'on peut se dire que dans la partie vent de face, tu vas être potentiellement plus freiné que les premiers, ce qui est relativement vrai, en sachant quand même qu'en vent de 13 km/h, ça reste un peu léger. Donc est-ce que la perte sera maximale par rapport à ça? Pas sûr, tu vois. Mais il y a cette partie vent de retour, et vent de retour, en fait, il y a quand même pas mal de portions qui sont vent de côté. Maintenant, ça reste du vent de côté, 3/4 d'eau. Donc ça reste un vent portant. Et sur les simulateurs, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir un vent qui va se lever, plus tu vas gagner du temps. Parce que tu as ce départ, en fait, en ville, dans Caen, où tu es plutôt protégé par les bâtiments, par le château, par la muraille. Donc forcément, le vent, même s'il s'est levé un peu, il va être minoré dans la ville. Et puis après, oui, une fois que tu vas être dans les champs, dans Caen, tu vas avoir ce vent de face qui va te désavantager un peu. Tu vas perdre potentiellement un peu de temps par rapport au premier. Par contre, tu risques de gagner énormément de temps sur la phase retour où tu auras un vent qui va beaucoup plus te pousser que les premiers, et c'est là où le gain va se faire. Thibaut, on va tout de suite parler des cotations. L'ultra favori de ce contre-la-montre, Remco Evenepoel, la cote à 1,20. Audrey Cordon-Rago sur Eurosport disait que pour elle il y avait 99% de chances que Remco remporte ce contre-la-montre, donc ça veut dire que dans ce cas-là 1,20 c'est valu. Pour toi, est-ce que tu mettrais un pourcentage de chance aussi élevé de voir Remco remporter le chrono? Alors pour moi, si Remco Evenepoel ne remporte pas ce chrono, c'est une honte nationale en Belgique, une honte mondiale dans la sphère du cyclisme, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est une honte intergalactique. T'as pas peur? On se rappelle quand même du contre-la-montre de Laval de Pogačar, qu'il avait remporté un petit peu dans la même situation, c'était en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'était un peu plus technique quand même, il y avait un peu plus de dénivelé, il y avait un peu, quand même... il y avait un peu plus de faux plats que du côté de Caen, hein. Donc mais oui, c'était un chrono qui était pas forcément censé l'avantager, c'était un autre Tadej Pogačar
c'était une autre époque et mais Remco était pas là aussi. Est-ce que tu penses qu'il va pas être revanchard par rapport au chrono du Dauphiné? Puis en plus, Remco qui a annoncé après la course, il a involontairement, il a un peu chauffé, il a un peu ouvert sa tronche. Il nous a fait du Remco et il a dit que clairement, pour lui, l'objectif c'était pas de gagner le chrono, c'était d'aller récupérer le maillot jaune. Ça peut pas le chauffer un peu, ça, Poggi? Ça peut le chauffer. Hein. Écoute, grand bien lui fasse. Hein. Mais bon, si ça le chauffe, au pire, ça fera bouillir de l'eau et puis il se fera cuire ses pattes. Mais qui batte Remco Evenepoel, non, tu peux te chauffer comme tu veux. Hein. C'est comme n'importe quel coureur qui va être chauffé par une déclaration de Pogačar et qui va vouloir aller le battre. Bon courage pour aller le battre. Si tu t'appelles pas Jonas Vingegaard en montagne et que t'es prime, ou si tu t'appelles pas Mathieu Van Der Poel et que t'es prime sur un parcours vallonné. Qui peut le battre? Non. Oui, tu peux chauffer tant bien que mal Tadej Pogačar quand c'est taillé sur mesure pour lui qu'il le veut. Bon courage pour aller le chercher. Et là, c'est pareil pour Remco Evenepoel sur sa matière de prédilection. C'est un coureur qui est littéralement face à ce field intouchable. Je sais pas, moi, un 20, moi je m'attendais à le voir sortir face à Vingegaard qui a déjà fait des gros chronos, alors d'accord, un peu plus technique, un peu peut-être moins plat, face à Pogačar. Je repense notamment à ce chrono de Laval, un chrono également sur le Giro où il avait chatouillé les pattes de Pipo Ganna, y compris sur les parties plates. Hein. Il avait fini deuxième à 13 secondes où il avait battu, je sais plus, mais sur les parties plates, il était pas ridicule. Moi, je trouve que Remco, je l'aurais plutôt coté à 1,30, 1,40, 1,35. Moi, je trouve que je sais pas. En plus, il s'est un peu cassé la gueule ces derniers jours. Alors, on sait que les chutes, ça impacte moins. J'aimerais bien que tu sois trader. Non, mais j'aimerais bien que tu sois trader, honnêtement. Un 35, parce que moi, à partir du un 20, il va. J'y vais tous les jours et j'y touche pas. Ça se résume à un bon gros no-bet. J'ai pas forcément envie. Mais pour moi, honnêtement, avec l'absence de Filippo Ganna, je l'ai dit direct. Hein, Remco, c'est du 1,12. Je m'attendais à ce que le traiteur le sorte à 1,12. Est-ce que moi je le sortirais à 1,12? Ça c'est un autre débat. Mais honnêtement, pour moi, ça aurait été limite la tranche haute, c'était 1,20, hein, pas plus. Et c'est actuellement le cas, ce qui est logique. Alors peut-être utiliser peut-être sur un petit combiné. Voilà. Alors après, je sais pas si vous regardez d'autres sports ou d'autres trucs, mais si vous avez un truc un peu safe à 1,20, 1,30, après il y a rien de safe. Hein. Même des fois en matière de paris sportifs, il y a des cotes à 1,01. En vrai, elles sont pas safe. Mais ok. Oui, il y a aussi il y a aussi tout simplement c'est pas parce qu'il y a une étape, c'est pas parce qu'il y a des paris proposés que on est obligé de poser. Hein. C'est pas parce qu'il y a 21 étapes que tu vas parier les 21. C'est pas parce qu'il y a 21 étapes que tu vas parier les 21. Exactement, Thibaut. On peut aussi s'asseoir tranquillement et regarder la course. Pour toi, hiérarchiquement, au niveau du podium, ça paraît établi. Donc vu qu'au niveau de la météo, ça avantage plutôt les derniers partants, voire des spécialistes du chrono qui partent en début de start list, genre les Chasseman, les Affini, même Wout Van Aert, tous ces gars-là, on met un peu de côté quoi pour le podium. Wout, honnêtement, il m'a jamais rassuré dernièrement sur les chronos. C'est pas le truc qu'il a le plus travaillé. Je m'attends à voir des mecs devant lui, quoi. C'est pas le Wout Prime d'avant, quoi. Donc on devrait avoir, J'espère honnêtement. Hein. Normalement, il a toutes les qualités. Techniquement, un grand Wout, c'est deuxième, quoi. Maintenant, est-ce que j'y crois? Je suis pas sûr. La hiérarchie, tu la vois vraiment établie, Remco, Jonas, Pogačar, ou il y a quelqu'un qui peut aller jouer le podium, compliqué à dire? Compliqué. Théoriquement, honnêtement, sur un Tour de France comme ça, avec déjà on sait que Pogačar, on l'a vu hein, sur un chrono plat sur le Giro, il a quand même sur les premiers intermédiaires Titi et Ganna avant d'exploser un peu, mais il finit pas non plus si loin que ça d'un pur spécialiste de la matière sur un chrono entièrement plat l'année dernière. Et on l'a vu, hein, quand il est en condition, c'est un véritable touche-à-tout. Donc, il est capable d'aller chercher son podium. Et puis, t'as ce gain de puissance qu'a eu Jonas Vingegaard. Et honnêtement, si les trois sont sur le podium, ça m'étonne pas, quoi. Ouais. Non, clairement. Alors, après, il y a un autre débat qui active la communauté. Pogačar maillot jaune à la fin de l'étape, c'est sorti à 2,75. Tout le monde s'est immédiatement jeté dessus. Est-ce que ça serait pas une fausse bonne idée?
Pas sûr. Tu penses que c'est une bonne idée, toi? Non, moyennement emballé. Ouais. Non, pareil. Alors, voilà, Remco, tu penses qu'il a quoi, 1 minute de retard, je crois, à peu près? Le maillot jaune, il peut aller le prendre. 58 secondes. Hein, 56. Il peut aller le prendre si c'est un très très grand Remco. Maintenant, honnêtement, je sais pas si 58 secondes, c'est pas trop. Je pense que c'est trop. Je le vois 30-35. 1 seconde au kilomètre. Non. Je le vois. Tu vois, moi, on s'était fait un jeu avec Brice et James. J'avais dit que Remco mettrait 42 secondes à Jonas Vingegaard et 48 Tadej Pogacar. Je mets quand même Jonas devant. Mais tu vois, les deux, je pense que Jonas et Tadej se tiennent en maximum 12 secondes, quoi. Bon, moi, je vais te donner mon prono, Thibaut. Je vais vous donner mon prono. Je vais te dire ce que t'en penses. Déjà, tu vas me dire ce que t'en penses. Je trouve que le top 10 de Mathieu Van Der Poel à 1,57, je trouve qu'il est très très bien donné. Possible. Après, je sais pas la distance pour lui, en fait. Il y a quand même des spécialistes que je mets dans le jeu. Il y a des mecs, je pense que Almeida, je le mets dans le jeu du top 10. Je mais aussi, Matteo Jorgensen, Ivan Romeo. Ivan Romeo, le truc, c'est qu'il fini. Ils partent dans les premiers, quoi. Tu vois, ils vont pas avoir ce bonus. Ils partent vraiment très très tôt. Et puis en plus, vu que le vent va un peu pousser sur les parties découvertes. Alors déjà, dans les mêmes circonstances, il y a 4 ans, Mathieu Van Der Poel, quand il avait eu le maillot jaune, il fait 5e ou 6e sur le chrono de Laval. Et c'est quoi la distance à Laval? Il me semble qu'on était sur la même chose. On était à peu près dans les mêmes. Je sais plus du tout. Pour moi, de mémoire, on va regarder, on va faire un petit coup de Pro Cycling Stat. On va tricher. Donc Laval, c'était le Tour 2021, si je dis pas de. Non, oui, si c'est ça, c'était le Tour ouais, on était sur 27 km. On est dans les mêmes eaux. On est dans les mêmes eaux. Il y avait peut-être un peu moins de. On était aussi sur la 5e étape. On avait aussi Mathieu Van Der Poel qui était maillot jaune. Et on a Pogacar qui l'emporte 18 secondes d'avance sur Stephen Kung qui avait littéralement la gueule en biais. Au niveau du dénivelé sur ce chrono, on était à 356 mètres de dénivelé. Donc là, tu m'as dit qu'on était à 180 mètres sur le chrono de Caen. Ouais, donc. Ouais, je t'ai dit, c'était un peu plus vallonné quand même. Un poil plus vallonné. Vingegaard était 3e à 26 secondes. Après, on avait Wout van Aert et Van Der Poel qui avait fini dans la même seconde, dans le même temps. Donc, Mathieu, s'il travaillait peut-être la montre. Il y a des spécialistes comme Roglic cette année. Ouais, mais regarde. Alors, Roglic, on peut en parler. Ouais. Roglic, on peut en parler aujourd'hui. Il a eu un problème de dérailleur et il a monté la montée sur la plaque. D'accord, ok, d'accord. Donc en fait, d'accord. Donc Tonton, il est pas si mal que ça. Mais si tu prends le classement général, bon, on va revenir sur 2025. Alors Van Der Poel, il sera derrière Pogacar, derrière Vingegaard, derrière Jorgensen, derrière. Attends, je suis bien sur 2025 là. Attends, ouais, je suis bien sur. Putain, Mas, il est 6e au général. De qui? Enric Mas. Bah oui, il était pris dans la bonne bordure. D'accord. Donc forcément. Ok. Ça aide. Ok, il est là, Henrik Mas, j'avais pas vu. Ouais, non, je vais plutôt prendre les cotations. Donc on a Remco, donc il sera derrière Remco, il sera derrière Jonas, il sera derrière Pogacar. Pour moi, avec le truc de la météo, il peut être devant Affini. Il peut, Tonton Roglic, ça peut jouer. Il sera derrière Jorgensen. Il peut être devant Van Aert. Almeida, je pense que sera devant. Vauclin sera devant. Il sera devant Foss. Et il sera devant Plapi, quoi. Tu vois, donc derrière, les mecs ensuite, c'est Campenhart, Cataneo qui s'est craché la gueule. On a du Skelmos, Lipovitz, Romeo, Sweeney. Non, toi, ce top 10 de Van Der Poel, tu le sens pas, quoi. Oui, mais honnêtement, moi, je suis vraiment dans l'esprit bon chronobête, quoi. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Mais je l'entends, honnêtement. Non, ça, on l'a vu, hein, Mathieu, quand il fait un chrono appliqué, ça reste un très bon rouleur. Là, il a le maillot jaune. Mais bon, je pense qu'il sait qu'avec avec Tadej, ça va être un peu compliqué de le garder, quoi. Bouge pas 2 secondes. Ok. Bah écoute, moi écoute, je vais un petit peu limiter ma mise alors par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà. Ça sera le top 10 de Mathieu Van Der Poel et on sera sur. Non, mais te limite pas, hein. Ouais. Te limite pas parce que moi, je l'entends parfaitement, mais honnêtement, enfin, allez, si je dois le placer sur le chrono, je le place quand même dans un top 10, je le place peut-être un peu plus en fond, tu vois, vers la 8e place. Bon, bah écoute, on sera sur
0,25% de... Oui, non, mais moi, je le vois à peu près autour de ça. Puis en plus, surtout, il part en dernier, donc il y aura le vent qui va pousser. Donc voilà, donc ça sera le petit top 10 de Van Der Poel. Donc je l'ai vu à 1,57. Donc voilà, il sera aux alentours de cette cote-là avec 0,25% de bankroll. Bon, toi, Thibaut, voilà, Remco, mais globalement, en termes de paris sportifs, tu touches à rien, quoi. Non, je touche à rien du tout. Parfait. Je touche à rien du tout, mais je vais m'amuser au jeu des pronostics et je dis que Remco, sur son dauphin, aura 42 secondes. Et son dauphin, ce sera Jonas Vingegaard. Ok, parfait. Très bien. C'est noté, Thibaut. Écoute, je crois que voilà, sur ce contre-la-montre, il n'y a pas grand-chose à dire de plus au niveau des match-ups. T'as un petit peu regardé ? Non, mais je vais aller voir. Écoute. Moi, j'ai rien vu j'ai trouvé ça assez bien coté. Je vois pas grand-chose d'intéressant. Non, pour moi, il n'y a rien. Du tout. Non, mais il n'y a rien du tout. Hein. Là, c'est clairement, même si j'ai dit que j'allais plus sur les match-ups, là encore. Ouais, la différence d'ordre entre Armirail et Ivan Romeo. Armirail, il part à 14h20 et Romeo, il part en début de... Il me semble qu'il part vraiment en début de start list. Hein. Oh, il part tout premier, ouais. Ouais. Voilà, ouais. 1,36 quoi. 13h12. Oui, voilà. Éventuellement, voilà, ceux qui peuvent, éventuellement le combiner, victoire de Remco Evenepoel et Bruno Armirail devant Ivan Romeo. Voilà, ça peut être le petit, ça peut être, on va dire, le. Moi, non, je touche pas. Ah ouais, non, ouais. Oh non, je touche pas. Moi, je partais dans l'esprit Roméo devant Armirail, mais là, après, c'est quoi les différences? 14h10. Ah, tu partais sur Roméo devant Armirail, d'accord. Ah ouais, ok. 14h10, oui, je partais sur, mais là, ouais, je sais pas. Le vent, il se lève un peu. Ils ont quasiment le même vent. Armirail, il a un vent de 3 km/h. D'accord. Bon, en tout cas. Et Roméo est à 3. En tout cas, ce qui sera intéressant de voir sur cette étape-là, c'est qui sera maillot jaune à l'issue de l'étape. Parce que si c'est Pogačar ou si c'est Vingegaard, à mon avis, sur l'étape de jeudi, donc qui va tourner un petit peu en Normandie, cette étape-là, je pense que ça sera assez difficile de contrôler l'échappée. Et si c'est Vingegaard ou Pogačar, à mon avis, ils vont pas tout faire pour se taper pour garder le maillot jaune. En revanche, si Remco prend le maillot jaune, lui va, à mon avis, se taper pour essayer de garder le maillot jaune. Donc ça peut jouer aussi un petit peu sur le scénario, l'éventuel pic échappé sur la 6e étape, sachant que pour moi, la 7e mur de Bretagne, à mon avis, ça sera JC Day. Ça paraît assez facile à contrôler. Et puis ensuite, on reviendra sur un petit sprint. Donc voilà, il y a peut-être un spot échappé. Mais même si, honnêtement, est-ce que Alpecin ne contrôle pas pour Mathieu? Et est-ce que Mathieu prend pas? Parce que on l'a vu sur le Dauphiné. Est-ce qu'il prend pas la matinale, Mathieu? Est-ce que c'est pas mieux pour lui? Ouais, non, mais je sais. Mais en y réfléchissant, est-ce que c'est pas mieux pour lui qu'il tente dans le peloton qu'il tente dans l'échappée? On l'a vu du côté du Dauphiné. C'est compliqué pour lui. Il est attaqué de toutes parts. Contrôler des offensives, c'est plus dur. Ouais, on l'avait vu aussi sur une étape il y a quelques années quand c'était le Creusot. Quand il s'échappe avec Wout van Aert. Exact. Et de se font piéger. En échappée, c'est pas forcément un gage de réussite pour Mathieu Van Der Poel et probablement que son équipe a plus d'intérêt à contrôler, même si, honnêtement, du côté de Vir, c'est plus favorable à un Mathieu Van Der Poel et un Jonas Vingegaard qu'un VDP. Mais il a quand même plus de chances de gagner avec le peloton qu'en échappée, à mon sens. Il a beaucoup plus de chances de se faire piéger devant. Ouais, après, s'ils sont les seuls s'ils sont les seuls à contrôler, encore une fois, ça paraît à première vue, ça paraît quand même être une étape. Il y a un coureur de moins. C'est pas simple à contrôler. Dillier, il va pas. De moins. Dillier, c'est un goat. Le mec, il te martyrise des échappées depuis le début. Sur les grands tours, il te les martyrise aussi. Sur les classiques, il te les martyrise. Il faut arrêter. À chaque fois, on dit ouais, son équipe, ils vont être bien seuls. Bien seuls, ils arrivent à te maîtriser un peloton. Ok, parfait. Convaincu. Ouais, non mais bon, on en reparlera, on verra un petit peu ce qui se passera, puis en fonction des déclarations aussi, des interviews qu'on aura à l'arrivée de l'étape demain à Caen. On rappelle Thibaut qu'il y a tes previews à retrouver sur le site Vélo Futé, les previews d'Enzo sur son site The Big Gear, tu es présent sur X, sur Twitter, @Thibaut Chambre, donc allez vous abonner. Enzo, analyste Phoenix également sur X, sur Twitter, et puis le coup tordu, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, on est sur X également, on est sur Threads aussi. On est présent un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux et on se retrouvera demain pour un nouveau coup tordu.
Merci Thibaut. Merci à toi. Et puis, bon courage pour le top 10 de Mathieu Van Der Poel. Ça marche, merci. Ciao, ciao.